autorités gouvernementales et militaires, une étape cruciale dans les préparatifs du référendum prévu pour septembre prochain. Le projet urbain Ville Harmonia intéresse l'Union des Comores. Une équipe est à Conakry. Elle est venue s'inspirer du modèle guinéen dans le secteur de l'habitat, des innovations mises en œuvre par D2D. C'est dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan en terre ivoirienne. La Guinée participe en tant que pays invité d'honneur. Une forte délégation est sur place. Près de 300 festivaliers sont mobilisés. Images et témoignages à suivre dans cette édition. Lancement officiel du recensement biométrique. Je vous le disais à l'instant, à Kaloum, l'école des sourds-muets est retenue pour les opérations. Pour s'assurer de l'effectivité, une délégation est passée sur le terrain. Elle est composée d'autorités gouvernementales et militaires. Une étape cruciale pour le succès du référendum fixé à septembre de cette année. Fatoumata Kourouman, compte rendu. Ce mardi 15 avril 2025, la Guinée entre dans une nouvelle ère avec le lancement officiel du recensement biométrique. Cette initiative, marquée par un acte du président de la République le 1er avril 2025, s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour le vote référendaire prévu pour le 21 septembre 2025. À cet effet, une délégation présidentielle composée du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre directeur de cabinet de la présidence, Diba Diakité, du ministre de la Défense nationale, du chef d'état-major général des armées, du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, ainsi que de la gouverneure de la ville de Conakry et de plusieurs autres membres du gouvernement, a souhaité donner l'exemple en se faisant recenser à l'école primaire des sourds-muets Sultan de Boulbiné dans la commune de Kaloum. Ce geste symbolique démontre l'importance de l'inclusion et de la participation de tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions. En se rendant dans cet établissement scolaire, cette délégation de haut niveau met également en lumière une réalité souvent négligée, celle des personnes vivant avec un handicap, et souligne la nécessité d'une société qui valorise chaque individu. Le coordinateur du programme national du recensement administratif à vocation d'état civil, PN RAVEC, a mis l'occasion à profit pour rappeler les étapes clés de ce processus qui se tiendra dans la zone de Conakry et ses environs du 15 avril au 30 mai 2025. Tandis que les représentations diplomatiques à travers le monde auront du 30 avril au 20 mai pour participer. Il a également assuré que des mécanismes efficaces sont en place pour garantir la sécurité des données personnelles recueillies, ce qui est essentiel pour instaurer la confiance des citoyens dans le processus. C'est un acte républicain que tous les citoyens guinéens doivent accomplir parce qu'au-delà du processus électoral, ça leur permettra d'être dans la base de données de l'état civil et on va leur attribuer un numéro personnel d'identification sécurisé juridique. C'est un identifiant unique qui appartient aux citoyens ad vitam aeternam, de sa naissance jusqu'à son décès. Tous les faits d'état civil découleront de ce processus. C'est donc éminemment important pour tous les citoyens d'être aujourd'hui au front pour se faire enrôler. L'enrôlement concerne aujourd'hui tous les citoyens de 10 ans et plus et cela permettra d'une part d'enrichir la base de données du registre national des personnes physiques pour l'état civil, mais en même temps de faire l'extraction du fichier électoral en vue des joutes électorales. Donc cette opération durera 45 jours, donc du 15 aujourd'hui, 15 avril au 30 mai pour la Guinée, du 30 avril au 20 mai pour les citoyens résidant dans nos ambassades et à l'extérieur du pays. Nous avons fait 2 exercices préalables. D'une part, les enquêtes ménages sur le territoire de Conakry et de l'autre, les audiences foraines sur tout le territoire national. Ça a été des tests, des pilotes pour nous. Le premier exercice concernait tous ceux qui disposent d'actes d'état civil et le deuxième pour ceux qui n'en avaient pas, à qui on a donné des récépissés. Aujourd'hui, vous venez avec ce récépissé ou à défaut, le jugement supplétif transcrit, ça vous permet de passer directement au front. Il y a une fiche qui est remplie avec les différents renseignements et vous passez devant l'agent recenseur
qui va scanner le document, prendre vos renseignements, collecter vos renseignements. Le scan est important parce que ça permet non seulement de faire une comparaison entre ce qui est transcrit par l'opérateur et ce qui existe sur la fiche. Donc, ça permet de corriger toutes les erreurs parce qu'au bout de l'exercice, on fait un relevé oral de toutes les informations pour que l'intéressé puisse confirmer. Ensuite, ce qui permet à cet exercice d'être unique, c'est qu'on prend les empreintes digitales, les 10 doigts. Ensuite, et c'est une exception, l'iris. Vous savez qu'à partir de 10 ans, ce sont des empreintes qui ne sont pas du tout falsifiables et qui ne changent plus. L'ADN est personnel. Ça nous permet donc d'avoir le fond de l'œil et d'avoir les 10 doigts en empreinte digitale et le faciès également à travers la photo. Il y a un niveau de sécurité extrêmement élevé. Nous avons des data centers qui sont épars dans le pays. Les identités sont protégées non seulement dans cet exercice, mais aussi par la loi. La loi garantit la sécurité de l'identité des personnes physiques. Donc il y a plusieurs niveaux de sécurité qui font que ces données ne sont pas manipulables par n'importe qui. Il y a des informaticiens de haut niveau qui ont été recrutés et qui traitent ces informations à temps réel. C'est un processus dynamique qui ne s'arrête jamais. Nous pouvons récupérer tous les citoyens qui ont 18 ans et constituer les listes électorales par commune et pour que nous ayons le fichier général des électeurs ou le fichier national biométrique des électeurs. Mais ce fichier aussi va interagir avec les fichiers connectés, notamment le fichier de la fonction publique, mais également pour les services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, parce que sans acte de naissance, vous voyez que des jeunes filles ou des enfants qui arrivent même au bac, ils sont obligés de l'abandonner ou d'aller se faire un acte parfois qui est un faux acte. Donc ça a une grande importance pour le développement du pays parce que ça va permettre de connaître réellement le nombre de la population et de leur donner une identité juridique mais également une identité numérique pour que chaque citoyen soit sécurisé et éviter également la production des faux documents dans notre pays. C'est un déploiement progressif que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, c'est Conakry qui est lancé et les jours à venir, ça va être la région forestière, et ensuite la région de Cancan, la région de l'Abbé qui va suivre progressivement jusqu'à couvrir tout le territoire national. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, dans sa prise de parole, a souligné la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui aspire à créer une Guinée où chaque citoyen possède une identité unique. Ce recensement est d'autant plus important qu'il ne vise pas seulement à établir un fichier électoral, mais il est également fondamental pour la distribution équitable des bureaux de vote afin de garantir une représentation juste de tous les citoyens lors des élections. C'est avec honneur et engagement que je prends la parole ce matin de la date historique du 15 avril 2025 à l'occasion du lancement officiel du premier recensement biométrique des Guinéennes et Guinéens âgés de 10 ans et plus. Cette activité, nous, ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, la menons sur vos hautes instructions et leadership et sous la coordination effective du Premier ministre, chef du gouvernement, à travers les actions opérationnelles de notre Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale et le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAV. Elle vise à concrétiser votre vision de donner à chaque Guinéen et chaque Guinéenne une identité unique et biométrique qui permettra d'exprimer sa citoyenneté, dont le droit de vote une fois la 18e année de naissance révolue. L'identité qui amènera de ce processus sera unique et non falsifiable, car en plus de l'exemple digital, elle prendra en compte l'iris de chaque individu. Votre soutien inconditionnel et sans relâche nous a permis d'atteindre les résultats aussi rapidement. Je voudrais humblement vous exprimer toute notre gratitude et fierté à servir le vaillant peuple de Guinée à vos côtés. Je voudrais ici inviter le peuple de Guinée à une mobilisation historique pour massivement se faire recenser. Je voudrais également informer nos compatriotes
que ce processus permettra non seulement d'établir la liste électorale, mais aussi l'attribution du bureau de vote géolocalisé. En plus d'être une formalité administrative, le recensement biométrique est l'une des étapes clés du chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il représente une opportunité pour chaque Guinéen de revendiquer sa voix et son droit à participer activement à l'avenir politique du pays. C'est un jour heureux pour le CNRD et tous les collègues du gouvernement ici présents. Mais historiquement, on veut rappeler quand même le chemin qui nous a permis d'être là. Et vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, le chef de l'État avait instruit le ministère de l'administration du territoire de commun accord avec les acteurs politiques de travailler sur un chronogramme de la transition. Et l'établissement de ce chronogramme-là a ressorti 10 points. Et un des points était le recensement général de la population de l'habitat, qui était d'ailleurs le premier point. Et le second point, c'était le recensement national à vocation d'état civil. Et ensuite, il y avait le fichier électoral et l'élaboration de la Constitution, le vote référendaire, ensuite les organes issus et les différentes élections. Et cette étape qui commence aujourd'hui est assez importante et décisive pour la marche, puisque vous savez que les procédures sont entremêlées, interconnectées. Le processus, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir un identifiant et faire en sorte que chacun puisse participer effectivement au développement des projets de sa communauté, de sa zone, parce que les programmes de développement désormais vont être basés sur l'humain. Donc c'est une invite à travers cette opération qui commence aujourd'hui que nous voulons faire à l'ensemble des populations de participer volontairement et nombre à cette opération. Ça va nous permettre de mettre les politiques publiques encore beaucoup plus solides. Ce processus est devenu irréversible et nous pensons que ça va nous mener naturellement et tout doucement vers le 21 septembre qui est la date retenue pour le référendum. Ce recensement biométrique lancé ce jour représente un moment historique et affiche l'image d'une nouvelle Guinée où chaque voix compte et chaque identité est reconnue. On prend la température. Du côté de Dixine, la ministre Charlotte Daffé a présidé le lancement des opérations. Parallèlement, le ministre de la Santé était dans la commune de Ratoma, à Matoto et Matam, respectivement. Le secrétaire général du ministère des Infrastructures et Badra Koné ont donné le coup d'envoi. Adjudant-chef Aboubakar Kamano de la presse militaire. Officiellement lancées, les opérations du premier recensement biométrique ont effectivement démarré ce mardi 15 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, plus précisément dans la commune de Dixine, c'est la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette opération d'une importance capitale. Accompagnée d'une importante délégation, la ministre en charge de la promotion féminine a été reçue au siège de la mairie de Dixine par les autorités locales, dont les présidents des conseils de quartier de la commune de Dixine. Cette activité républicaine découle de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, sous la coordination effective de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Amadou Bouriba. Elle marque l'aboutissement des actions opérationnelles du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC, ainsi que de la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale, coordonnée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après s'être adressée à ses concitoyens avec brio, Mme Charlotte Daffé et sa suite se sont rendus à l'école primaire Bari Yawadou de Dixine, où elle a officiellement lancé les opérations du premier recensement biométrique en République de Guinée. Dans le même ordre d'idées, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Amadou Douéba, a été quant à lui reçu par les autorités communales de Ratoma. Là également, le ministre de la Santé a procédé au lancement des opérations. L'identité qui émanera de ce processus sera unique et non falsifiable, car en plus de l'empreinte digitale,
Elle prendra en compte les risques de chaque individu, tenant compte du souci permanent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire du bien-être des Guinéens une priorité absolue. Je vous invite à vous recenser massivement pour vous faire une identité unique. Ce processus permettra non seulement de constituer le registre national des personnes physiques, mais aussi d'établir le fichier électoral avec l'attribution automatique des bureaux de vote géolocalisés. À Matoto et à Matam, l'honneur est revenu respectivement au secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, Ibrahima Kamara, et au maire de la commune de Matam, Ibrahima Kone, de donner le coup d'envoi officiel de cette opération dans ces communes. En tant qu'autorité, je suis venu représenter Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Je suis très heureux de constater qu'au niveau de la commission administrative, tout est là. Et puis au niveau de RAVEC, les techniciens aussi sont là et le dispositif est en marche. L'autre volet qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'engouement des citoyens et aussi les autorités locales, le maire en personne, le chef de quartier aussi, qui est là pour la sensibilisation des citoyens afin que chacun s'acquitte de ses devoirs civiques. Je suis rassuré parce que les populations répondent. Aujourd'hui est censé être le premier jour, mais pour ce premier jour, les 2 centres qui ont été érigés à Matam ont été vraiment des centres qui ont reçu plusieurs personnes. Il y a eu une forte mobilisation. Nous sommes là à Tougondi, dans Matam. Tout se passe bien. Les populations sont là, présentes. Chacun attend son tour pour se faire recenser. Ce recensement biométrique concerne tous les citoyens âgés de 10 ans et plus. Il vise à leur donner une identité juridique, numérique et sécurisée, leur permettant d'exprimer leur citoyenneté. Sur tout autre plan, tenue de la réunion du comité de suivi des accords et recommandations de la 7e commission mixte de coopération maroco-guinéenne, les progrès sont partagés et les difficultés mises en exergue. Une rencontre qui se tient en marge de la 8e commission mixte de coopération prévue en 2026. Nabila Kamara. 2 ans après les accords et recommandations de la 7e commission mixte maroco-guinéenne tenue en juillet 2023 à Dakhla, les membres des 2 délégations se retrouvent pour échanger sur les différents paramètres de ces accords. Cette démarche vise à renforcer les relations d'amitié, de coopération et de partenariat entre les 2 États. La délégation marocaine accueille avec une profonde satisfaction la signature du procès-verbal qui donnera un nouvel élan à notre partenariat en traduisant dans les faits la volonté exprimée par nos hautes autorités respectives d'ériger notre coopération bilatérale en un véritable partenariat stratégique fondé sur la confiance, la solidarité et la complémentarité. Cette réunion nous a permis de faire un point d'étape constructif sur l'état de mise en œuvre des accords issus de la 7e commission mixte tenue à Dakhla et de saluer les avancées significatives établies dans les différents domaines. Cette rencontre a été une opportunité pour les participants d'échanger sur les progrès enregistrés, d'évaluer le cadre juridique, d'identifier les difficultés rencontrées afin de formuler des recommandations concrètes. Dans un monde trouble et troublé aujourd'hui, voir que entre nos 2 pays, un héritage de fraternité, de paix, d'entente, d'entraide existe déjà depuis près d'1 siècle. Et vous voyez que pendant que nos 2 pays cherchent à renforcer par-ci ou par-là nos relations de coopération avec le Maroc, nous sommes simplement en train de mettre en œuvre ce qui existe déjà. Cette forte délégation marocaine qui est là prouve suffisamment la qualité, la force, l'intensité de nos relations. J'aime toujours dire que la Guinée du général Mamadi Doumbouya est une Guinée décomplexée, une Guinée engagée pour la paix, pour la stabilité dans le monde, et une Guinée qui tend la main à tout le monde.
À travers cette rencontre, les relations fructueuses de coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée se solidifient davantage. La délégation marocaine a mis l'occasion à profit pour s'entretenir avec le ministre en charge des Affaires étrangères. Le renforcement des relations de coopération entre les deux États était au centre des échanges. Cette bonne question maintenant, comment organiser le secteur privé autour des projets du gouvernement? Le sujet est au centre d'une rencontre entre le Bureau de suivi des initiatives présidentielles et le secteur privé. Les opportunités d'investissement sont présentées, mais ce n'est pas suffisant. Un accompagnement est sollicité dans la mobilisation des financements extérieurs. Aboubakar Junior Camara. Autour de cette table, les cadres du bureau de suivi des priorités présidentielles et ceux du patronat guinéen. Ils se sont engagés dans une dynamique de coopération pour accompagner et appuyer le secteur privé afin de contribuer davantage à la croissance économique de notre pays. Dans le cadre du programme Simandou 2040 et toutes les opportunités économiques qui vont se créer, il est important que ce secteur privé puisse apprécier ces opportunités et puisse se mettre en position de les absorber et de se mettre dans son rôle de créateur d'emplois, de pourvoyeur d'emplois, puisque l'État ne peut pas tout faire. Dans la dynamique de Simandou 2040, il est important que le secteur privé puisse jouer son rôle de premier plan dans la réalisation des projets et programmes d'investissement public. Aujourd'hui, le programme et la confiance que tout le monde a dans Simandou 2040 fait que cette confiance-là étant suscitée, l'outil le plus important était aujourd'hui le BSPP qui est mis en place, qui, de façon technique, elle est compétente pour accompagner, pour supporter le secteur privé guinéen. On a rappelé certains préalables, notamment finaliser la magnifique idée qu'est la loi sur la politique du contenu local par la mise en place de l'agence de régulation de cette politique. La deuxième chose, c'est de nous impliquer dans les comités de réflexion sur le programme. La troisième chose est d'être réellement impliqué et associé aux différents dossiers d'appel d'offres. Pour gagner ce pari, le bureau de suivi des priorités présidentielles s'engage aux côtés du secteur privé pour les accompagner dans l'identification, la conception et la formulation des projets et même la recherche de mobilisation des financements auprès des bailleurs de fonds à l'extérieur. Qualification du processus budgétaire de l'État. Le cas des établissements publics administratifs est mis en exergue. Les chefs services administratifs des EPA sont soumis à une exigence. Pour obtenir les ressources, il faut les rapports fiables d'exécution du budget. Un canevas est disponible avec l'appui de la Direction générale du budget. Mamadou Saliouba nous fait le point. Au niveau des établissements publics administratifs, désormais, la mise à disposition des ressources est conditionnée à la présentation de rapports fiables, ce qui nécessite la maîtrise du processus d'élaboration. Un canevas est donc disponible avec l'appui de la Direction générale du budget. Nous allons aussi introduire des critères de performance puisque les EPA qui vont fonctionner le mieux possible, faire des activités les plus utiles, ce seront des EPA qui pourront recevoir des ressources encore plus accrues et vous comprendrez que ceux qui ne feront pas exactement ce qui est attendu ou ce qui est souhaité recevront moins de ressources. Lors des entretiens, les conditions d'octroi des subventions de l'État sont rappelées. Mais le plus important demeure la maîtrise du canevas des rapports. Il y a un canevas qui a été mis en place par la Direction générale du budget pour aider justement ces EPA-là à avoir toutes les pièces qui pourraient leur permettre en fait de faire l'exécution de leur budget. Les retombées sont multiples. La vision de développement socio-économique du chef de l'État est prise en compte. Il y a des ressources supplémentaires qui sont attendues dans le cadre du projet Simandou. Nous nous préparons pour que ces structures puissent vraiment fournir des services publics de qualité. Une seule journée est dédiée à la centaine de chefs services des EPA afin d'éviter d'éventuelles anomalies dans les rapports d'exécution du budget. Évaluation des marchés publics, un projet financièrement soutenu par la Banque mondiale. L'activité se tient selon la méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés publics MAPS. Ce système a pour objectif de fournir un outil harmonisé. Pendant ce temps, les parties prenantes sont à l'école. Marie-Angélique Bangoura.
Les marchés publics constituent un maillon essentiel dans la fourniture de services publics et des économies durables. Face aux défis qui s'imposent, les agents sont invités à plus d'efficacité et de résultats dans ce secteur. Pour ce faire, un mécanisme de renforcement du système de passation de marché et une méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés MAP sont à ce jour mis en œuvre. Il y a eu une coopération entre la Guinée et le Rwanda et actuellement est inscrit en priorité digitalisation du système de passation des marchés publics de la Guinée. Et la Guinée est liée au Rwanda par un contrat de digitalisation qui est en cours actuellement et qui est en train d'évoluer. La Guinée, comme tout le monde le sait, entame une nouvelle période avec Simandou 2040. Donc nécessairement les volumes en termes de passation de marché et la complexité des marchés vont aller crescendo. Donc il est, je pense, important que le pays soit bien outillé. La Guinée s'aligne désormais dans la dynamique de transparence et de redynamisation du secteur à travers les techniciens parties prenantes des passations des marchés. Nous sommes aussi en train de réfléchir à intégrer dans ce code-là des éléments portant sur des projets à haute intensité de main-d'œuvre parce que tout simplement le chômage des jeunes est endémique. Donc dans ce que l'on fait dans la dépense publique, il faut tenir en compte ce chômage. Il convient de rappeler que cette évaluation permettra de s'assurer de l'intégrité et de la transparence du système de passation des marchés publics, ainsi que de son renforcement. Elle est utile afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la passation des marchés. C'est en 2003 que la MAP est mise au point. Ce, grâce aux efforts collectifs des parties prenantes. La stratégie consiste à renforcer le système de passation des marchés pour que les marchés publics soient bénéfiques à l'État et aux citoyens. Secteur de l'habitat, les innovations mises en œuvre par B2D intéressent l'Union des Comores à travers le projet urbain Ville Harmonia. Une équipe de ce pays frérette à Conakry, elle est venue s'inspirer de modèles guinéens dans le domaine de l'habitat. Un bel exemple de coopération sud-sud. Falilou Diallo. C'est une délégation de l'Union des Comores séduite par le projet Ville Harmonia et label phare de BDD. L'idée étant d'offrir des terrains viabilisés, des villas modernes et des infrastructures adaptées à l'urbanisme écologique et qui reflètent les ambitions des initiateurs. L'objectif fondamental, effectivement, c'est de transmettre effectivement les expériences, d'échanger sur les bonnes pratiques en matière d'accompagnement et d'assistance des diasporas. Ça permet aussi d'adapter les pratiques guinéennes au dispositif comorien d'accompagnement. Il s'agit d'accompagner les citoyens de la diaspora dans l'acquisition d'un toit décent, un espace familial et personnel de vie. Cette visite sur le site de la société BDD s'inscrit dans le cadre de ce partage d'expériences, dans le cadre de la gouvernance migratoire et de tout ce qu'on a prévu pour la diaspora guinéenne dans le domaine de l'habitat et du logement. C'est ainsi que dans le cadre de la coopération régionale des politiques migratoires, BDD Immobilier Guinée a été sélectionné pour partager ses expériences et ses bonnes pratiques en faveur de la diaspora guinéenne. Le chantier est en train de continuer, qu'on a entamé les travaux de la deuxième étape de la première phase du projet, qui est aussi de 10 hectares, où déjà les réservations sont au niveau de plus de 45% aujourd'hui à date. Aujourd'hui, en termes de villas, nous venons de recevoir encore des nouvelles commandes au-delà des 8 maisons qui sont déjà sorties de terre. Depuis 2024, BDD Immobilier Guinée s'est engagé dans un projet de portée internationale. Un roadshow ambitieux visant à connecter la Guinée à sa diaspora tout en mettant en lumière les opportunités immobilières modernes. Sur les 30 hectares, plusieurs sont déjà viabilisés avec des voies et réseaux divers, mais également des villas témoins pour assurer les acquéreurs. En décembre 2024, les travaux de construction de la piste rurale Kourofindan-Sakola-Bouka ont été entamés par le département des travaux publics. C'est dans la préfecture de Dabola. 4 mois après, une mission d'inspection est sur le site. Principal défi, évaluer les travaux. Diarra Diallo.
Dans sa politique de désenclavement des zones rurales, les autorités de la transition, à travers le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, ont lancé en décembre 2024 les travaux de reprofilage de la route reliant Kourfindé-Sakola à Bouka dans la préfecture de Dabola. 4 mois après le début des travaux, une mission d'inspection a été dépêchée sur le site pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Les premières impressions sont bonnes. Avec ce dégagement, l'entrepreneur est quand même arrivé à 50% de ce qu'il devrait faire parce qu'il a carrément dégagé la route. Et ce qui reste vraiment comme des ouvrages à réaliser, ce sont les ponts, tel que le pont de Sakola qui est un grand ouvrage et le pont de Coup d'État qui mérite aussi d'être réalisé. Donc ce sont ces points-là qui restent. Cette route longue de 18 km est cruciale pour le désenclavement des zones rurales, facilitant ainsi les échanges entre les différents villages de la région. La route a beaucoup de bienfaits. Elle n'est pas totalement finie, mais on commence à tirer déjà les bénéfices. Avant, c'est sur nos têtes qu'on transportait les bambous pour envoyer à Kourfindé. Mais aujourd'hui, on utilise des tricycles pour le faire. Cela est un grand bénéfice. Je suis vraiment ravi. Je suis dépassé par l'événement parce que nos parents ont tant fait pour cette route-là et plus de 40 ans on est en train de se démerder. Ils ont fait ça à la main, ils ont fait ça, les pelles, les pioches, tout ça là, pour que la route là arrive. Et Dieu merci, aujourd'hui on est ravis. Une fois achevée, cette route permettra aux habitants d'accéder facilement et rapidement à Bouka, Sakola, Kankama ainsi qu'à Dialakoro dans la préfecture de Dinguiraye. À Kakimbo, dans la municipalité de Ratoma, des forages de la SEG ont été vandalisés par des inconnus. Vous allez le voir tout de suite. Conséquence immédiate, le manque d'eau potable dans plusieurs ménages de la capitale. Nabi Kamara. Les installations de la Société des eaux de Guinée continuent de souffrir du vandalisme. Dans la forêt de Kakimbo, à Ratoma, des malfrats sont venus sectionner des câbles d'alimentation des plus grands forages qui alimentent en eau potable près de 30 quartiers à Conakry. Vous savez, les forages ont deux types de raccordement. Quand ils sont réalisés, le trou, on immerge une pompe et pour son fonctionnement, la pompe est raccordée par une ligne électrique. Et donc, c'est le câblage de ce forage qui a été complètement sectionné. Donc, à partir du moment où les câbles sont sectionnés, la source d'énergie n'arrive pas, et quand la source d'énergie n'arrive pas, le pompage ne peut pas s'effectuer. Et donc, depuis avant-hier, ce forage n'est plus opérationnel. Ce F10 est le forage le plus prolifique du site de Kakimbo. Il vous produit 78 mètres cubes par heure. Sur un pompage de 20 heures ou de 10 heures, il vous donne 780 mètres cubes, fois 2. Imaginez l'impact de l'arrêt de ce volume-là. Aujourd'hui, dans une situation d'abord où on est en crise d'eau, et un acte comme celui-ci encore vient aggraver cette crise qui existe. Ces pratiques néfastes causent ainsi des déficits dans la production d'eau potable au détriment des milliers de foyers. C'est en cela que la Direction générale de la SEG a sollicité l'implication des autorités locales de Ratoma à travers la délégation spéciale dans la sécurisation de ces installations. On est vraiment attristés. C'est une occasion pour nous, non seulement de veiller sur les installations de la SEG, mais aussi extendre les informations auprès des autres citoyens à travers nos lieux de culte, à travers les bureaux des sages et même les associations de jeunesse et des femmes. La Direction générale de la SEG rassure que des dispositions idoines sont prises par son service pour dépanner ces forages dans un bref délai. Autour de la table, cadre de l'autorité de régulation des postes et télécommunications et les acteurs du service d'équipement et terminaux radio talkie-walkie ainsi que du réseau professionnel mobile, il est question de partager des informations afin de se conformer à la législation en la matière, occasion également de revenir sur les conséquences du non-respect de la loi. Al-Gassi Mouba, détail. Ils sont transitaires, importateurs, installateurs et utilisateurs d'équipements des terminaux radio talkie-walkie et du réseau professionnel mobile. Ces acteurs confèrent avec la direction générale de l'ARPT.
Au cours des échanges, la régularisation du secteur est évoquée, une manière d'informer tous les acteurs sur les conséquences du non-respect de la loi L 2015-018 AN relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée. Les équipements radioélectriques sont des équipements qui utilisent des bandes de fréquences et par conséquent qui dégagent des radiations. Et ces radiations, si elles ne sont pas contrôlées, si elles ne sont pas contenues dans les normes internationales, peuvent nuire à la santé de l'être humain. Cette session de partage d'idées ouverte à toutes les personnes physiques et morales concernées a pour objectif de partager les informations nécessaires pour assurer la conformité aux textes réglementaires en vigueur. Tout équipement radioélectrique, pour les importer en République de Guinée, on est obligé d'avoir un agrément d'homologation. Parce que le régulateur que nous sommes, nous nous rassurons des normes internationales contenues dans ces équipements avant de mettre à disposition des populations guinéennes. Si les régulateurs en personne à la ARPT, s'ils prennent leurs dispositions pour mieux gérer les communications, vraiment c'est extrêmement important. Quand l'État avait réglementé notre bien-être, il faut qu'on les accompagne. À l'issue de cette rencontre, un moratoire de 2 mois sera donné aux personnes concernées et des missions de contrôle seront déployées sur le territoire pour des campagnes de sensibilisation. Après les 2 mois, tout constat d'irrégularité fera l'objet de sanctions conformément aux textes et lois en vigueur. À présent, le contenu de ce communiqué de la HAC. La Haute Autorité de la Communication, HAC, informe les journalistes de la presse nationale et les correspondants de la presse étrangère qu'elle lance à partir du jeudi 17 avril 2025 les opérations de délivrance de la carte professionnelle de presse au compte de la période 2025-2027. À cet effet, les responsables des médias sont invités à retirer les fiches de demande de renouvellement au siège de la HAC à Conakry pour les journalistes détenteurs de la carte 2023-2025. Ils peuvent également retirer les fiches d'enrôlement pour les journalistes non détenteurs de la carte de presse 2023-2025. Après remplissage, la fiche de renouvellement de la carte de presse doit être accompagnée d'une copie d'identité, d'une copie de la carte de presse expirée et 2 photos d'identité. Pour toute première demande de la carte de presse, les documents suivants à joindre. 1. Un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ou une copie de la carte d'identité nationale. 2. Un extrait de casier judiciaire ou un certificat de non-poursuite judiciaire datant d'au moins 3 mois. 3. Une copie de diplôme et de tout autre certificat ou attestation susceptible de comprendre le cheminement du candidat dans le métier de journalisme. 4. Pour les salariés et les stagiaires, une copie du contrat de travail ou attestation de travail de l'entreprise de presse dûment répertoriée et enregistrée ou un arrêté d'engagement. 5. Pour les pigistes non salariés, les copies des reçus correspondant à des prestations rédactionnelles et à un échantillon représentatif des productions datant d'au moins 1 an. 6. 2 photos d'identité. La Haute Autorité de la Communication HAC s'est comptée sur la bonne compréhension de tous. Conakry, le 16 avril 2025, pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Parlons maintenant de ce cadre d'échange éventuellement profitable aux jeunes étudiants. C'est l'université Nongo Conakry qui abrite la session. L'objectif est précis, inciter les jeunes apprenants aux métiers techniques. Des expériences pratiques sont partagées afin de promouvoir l'entrepreneuriat. Mounir Bari. Innover par les métiers techniques est la thématique principale abordée par les panélistes pendant les travaux de la 5e édition du Café de l'Emploi. Plusieurs activités sont inscrites à ce débat avec les étudiants, les représentants des secteurs publics et privés. En collaboration avec d'autres partenaires institutionnels, Rio Tinto pilote les travaux.
L'objectif en un mot de cette 5e édition, c'est encore plus rapprocher les chercheurs d'emploi des entreprises qui recrutent. Nos étudiants ont eu des opportunités vraiment de s'entretenir avec les différents chefs d'entreprise, à savoir c'est quoi les métiers, mais qui touchent du doigt vraiment la réalité. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Pendant les travaux de la 5e édition du Café de l'Emploi, des conférences, des tables rondes et une masterclass sont animées par les entrepreneurs et moniteurs. La peur n'a pas de raison d'exister. Qu'elles soient femmes, cela ne doit pas leur empêcher d'entreprendre, que ce soit dans des métiers techniques, professionnels ou quoi que ce soit. L'objectif d'une femme, c'est de se battre, c'est d'oser sortir de sa zone de confort, de s'affirmer. Nous sommes au Café de l'Emploi ici aujourd'hui concernant les métiers techniques qu'il n'a pas oublié. Parce que j'ai fait allusion, tout à l'heure j'ai parlé des écoles régionales d'art et métiers, des centres de formation professionnelle qu'il a cherché à valoriser. Donc tout cela va concourir au développement de la Guinée, à une meilleure compétitivité de l'économie guinéenne. L'objectif des initiateurs de la 5e édition du Café de l'Emploi est de permettre aux jeunes de comprendre la complexité du monde du travail et les multiples opportunités qui se présentent. Depuis 40 ans, Médecins sans frontières s'investit dans la gestion des urgences, un partenaire fidèle de la Guinée, notamment le ministère de la Santé. Parmi ses interventions, la lutte contre le VIH et la tuberculose. Pour ces 40 ans, une table ronde est organisée pour la présentation du bilan des activités. Hadia Toubari. 40 ans de présence en Guinée, Médecins sans frontières a impacté de manière positive la communauté guinéenne. L'institution est à l'avant-garde de la lutte contre le VIH et la tuberculose. Le projet a permis à une cohorte de 15 000 séropositifs de bénéficier d'une prise en charge complète. Médecins sans frontières accompagne notre pays dans cet engagement essentiel. Grâce à ce partenariat, ce sont aujourd'hui des milliers de patients qui bénéficient de soins de qualité dans un cadre respectueux, humain, gratuit et accessible. Nos équipes ont travaillé ensemble main dans la main pour promouvoir et assurer un accès au traitement. Des formations aussi ont été assurées, vous le connaissez mieux que moi, diverses personnes ont été formées. Il y a aussi un appui aux infrastructures qui a été mené au travers des années de présence de ce projet. De nombreuses stratégies sont utilisées pour éviter les ruptures en ARV et l'accès à la charge virale des patients vivant avec la maladie. On reconnaît également l'effort que MSF fournit dans la riposte contre le VIH avec l'accompagnement des organisateurs de la société civile en confiant la gestion de ces deux pôles de distribution des points de distribution communautaire des ARV entièrement gérés par le REGA Plus avec le soutien financier de MSF. On a des énormes problèmes de défis qui sont souvent liés à l'approvisionnement en médicaments. Ça demande une anticipation des besoins, des commandes, une livraison de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture de traitement. Un autre défi qui est majeur, c'est celui de la stigmatisation. En fait, c'est encore une maladie qui est très stigmatisée, alors que c'est une maladie chronique. Si vous êtes traité aujourd'hui contre le VIH, que votre charge virale est indétectable, vous pouvez avoir une vie complètement normale. En célébrant ses 40 années de présence en Guinée, Médecins sans frontières Belgique s'engage à accroître son appui pour la qualification des soins au bénéfice des patients. Santé toujours, quand le comité technique régional ouvre ses portes, c'est le rendez-vous des acteurs et partenaires pour corriger certaines insuffisances au sein des structures sanitaires de la savane guinéenne. Séance tenante, des avancées encourageantes sont également dévoilées. Djamokaba. Au compte du deuxième semestre de l'année 2024, Cancan accueille le rendez-vous sanitaire régional pour corriger des imperfections. À la bibliothèque, Lancine Williams, les regards se croisent pour valider un nouveau plan de travail, exercice 2025. Une évaluation des réalisations dans le domaine de la santé et ensuite faire l'état des lieux des interventions, ressortir les forces et les faiblesses des interventions dans le secteur de la santé, au niveau régional bien sûr, et ensuite faire des recommandations et à l'issue de cela, le ministère prendra des actions nécessaires avec tous les partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent pour corriger les défis que nous allons relever au cours de ce comité technique. La particularité de ce comité technique régional, c'est
l'accent qui doit être mis sur le travail collaboratif qu'il doit y avoir entre la santé et les autres sectoriels dans le cadre du One Health. L'élevage, l'environnement et la pêche. La synergie d'action est renforcée pour relever des défis spécifiques de la santé afin de soutenir efficacement le plan national de riposte contre les maladies. Aujourd'hui, il faut l'harmonie entre les trois éléments, c'est-à-dire la santé animale, humaine et la santé environnementale. C'est pourquoi l'équilibre doit être assuré. Des bonnes nouvelles sont annoncées et les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Lancement du projet de renforcement de la famille à Farana. Il s'agit de mettre en place une nouvelle antenne préfectorale avec pour objectif final protéger les droits des femmes, des jeunes et des enfants. Un programme qui sera exécuté par SOS Village d'enfants. Ibrahima Oulin Fofana, correspondance. À Farana, les projets de développement ne cessent de se multiplier au bénéfice des communautés. Pour consolider cet acquis, c'est un nouveau projet intitulé « Renforcement de la famille à Farana » qui est désormais lancé dans cette préfecture. Il va s'étendre sur 3 ans. L'initiative est de SOS Village d'enfants en Guinée, sur financement du ministère allemand de la coopération économique et du développement. Ce projet s'inscrit pleinement dans la mission de SOS Village d'enfants en Guinée, qui est de prendre en charge les enfants privés de soutien parental, de prévenir les séparations familiales et de renforcer les capacités des familles à s'occuper dignement de leurs enfants. La finalité de ces actions débouche sur la mise en place d'un système de soutien social qui agit comme un filet de protection pour répondre aux problèmes rencontrés par les enfants et les familles vulnérables grâce à des solutions efficaces et durables. Ce projet consiste à protéger les droits des femmes, des jeunes et des enfants tout en favorisant la résilience des familles et des communautés dans la région de Farana. Nous exposons parfois à la négligence, à la violence ou à l'abandon. C'est pourquoi nous saluons avec force la mise en œuvre de ce projet à Farana. Il témoigne d'un engagement concret pour renforcer le système national de protection de l'enfant, accompagner les familles dans la réduction de leur vulnérabilité et pour bâtir une société plus juste ou plus inclusive. Ce projet est initié et mis en œuvre grâce au plaidoyer que M. le gouverneur de la région centrale de Farana a porté auprès de cette grande institution d'assistance. Ce projet touche pour ce démarrage le centre-ville de Farana et la sous-préfecture de Bendou. La riposte contre les mutilations génitales féminines dans les communautés. À Forikaria, la sensibilisation est activée. Elle touche directement élèves et citoyens de la localité. Une opération pilotée par la Fédération Mounafani de Kindia et son partenaire UNICEF. Marwan Kamara. Après Koya, la Fédération Mounafani de Kindia et son partenaire UNICEF développent leurs activités de sensibilisation sur les MGF dans la préfecture de Forikaria. Une localité où le constat révèle que le taux de mutilation génitale est très élevé. Cette initiative de la FMK et son partenaire favorise la participation des structures communautaires et des élèves. Forikaria constitue la deuxième étape de cette campagne de sensibilisation de masse allant dans le cadre de l'habilitation communautaire afin que les gens soient conscientisés des conséquences des mutilations génitales féminines. Des démonstrations théâtrales, une autre alternative pour renforcer et faciliter la communication entre ces défenseurs des droits de l'homme et la communauté. La démarche interpelle à tous les niveaux à l'abandon de cette pratique néfaste dans la préfecture de Forikaria. Il s'est avéré que la préfecture de Forikaria pratique encore la mutilation génitale féminine. C'est pourquoi le choix a été porté sur notre préfecture pour réduire drastiquement cette violation des droits de nos enfants. Nous devons, dans l'ensemble, faire face à ces combats et organiser des ONG. Pourquoi pas aussi partager dans les plateformes pour que dans l'ensemble, chacun sache réellement quels sont les inconvénients. Mettre fin à toute forme de violence basée sur le genre est au cœur des programmes de la FMK et ses partenaires.
et ce depuis plusieurs années. En synergie avec le gouvernement, il compte atteindre de meilleurs résultats dans le combat contre les MGF en Guinée. Direction le littoral, un arrêt au port de pêche de Kindiadi, là-bas. Les effets du changement climatique, principalement provoqués par les activités humaines, se font déjà sentir. L'érosion et bien d'autres phénomènes compliquent les sorties en mer où le poisson se fait aussi rare. Le constat dans ce reportage signé Mamadou Alpha Baldé, Mariam Kamara. Le long du littoral à Bofa, le port de pêche de Kindiadi. Ici, tout tourne autour de la pêche artisanale. Jadis très prolifique, le poisson se fait de plus en plus rare à Kindiadi. Destruction de la mangrove, érosion, les causes sont multiples et les conséquences aussi. Le débarcadère est complètement enclavé, bloqué par la boue. Les embarcations ne peuvent pas sortir en mer. Donc ça joue économiquement sur les marieuses et les fumeuses, mais ça joue aussi sur les pêcheurs. Vous avez vu qu'on est en train de construire aujourd'hui sur le littoral, vous avez vu qu'on est en train de défricher complètement la destruction de la mangrove, qui est une barrière qui peut bloquer tout cela, donc dû aussi au changement climatique. Désormais, il faut la haute marée pour que les bateaux puissent sortir du port et ils doivent rentrer avant le départ de l'eau. Le temps en mer est beaucoup plus court. Avant, on pouvait sortir jusqu'à 3 fois par jour et il y avait vraiment du poisson. Mais de nos jours, c'est beaucoup plus compliqué. À peine si on sort une fois. Tout est au ralenti ici. Vous-même, vous voyez, il n'y a pas de poisson. Le port a besoin d'un aménagement profond. Sinon, nous ne pourrons plus faire quelque chose ici. Au-delà des conséquences liées à la destruction des écosystèmes, d'autres pêcheurs pointent du doigt ces installations agricoles vétustes dont le système de contrôle hydrique est inopérant depuis des années. On ne change pas de sujet. Les départements de l'agriculture, de l'élevage et l'environnement bénéficient d'une assistance de la FAO. Un nouveau projet vient d'être lancé, le projet d'appui à l'adaptation au changement climatique. Dans les communautés, les filières sylvopastorales sont les domaines concernés. Yaya Silla. Les effets du changement climatique sont souvent constatés dans nos activités économiques. De l'agriculture à l'environnement, en passant par la sylviculture, les impacts sont visibles dans toutes les préfectures du pays, d'où l'importance de l'intervention en termes d'appui par les partenaires techniques et financiers comme la FAO et le Royaume de la Belgique en Guinée. Ce projet se veut une réponse pour renforcer la résilience des systèmes agro-sylvo-pastoraux tout en améliorant la gouvernance des ressources naturelles et en valorisant les déchets solides des marchés urbains de Kindia et de Mamou. Ce projet, c'est une illustration concrète de l'engagement du Royaume de Belgique en faveur du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Il reflète notre volonté de renforcer la résilience des communautés locales. L'objectif de cet atelier est de présenter officiellement le projet sur ses principaux aspects afin de faciliter son appropriation. Malgré ses potentialités naturelles offertes à la région, Kindia reste sans la menace grandissante des effets négatifs du changement climatique par des actions nocives d'acteurs, dont malheureusement l'homme, le premier bénéficiaire de l'environnement. Et c'est le lieu de remercier très sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort pour le développement de la Guinée, tout en s'assurant que ce développement se fait de manière durable et inclusive, en prenant en compte toutes les communautés en Guinée, et particulièrement celles en zone rurale, fortement impactées par les effets du changement climatique. Le lancement de ce projet constitue une étape essentielle pour garantir une appropriation collective de toutes les parties prenantes. Retour sur la récente célébration des acquis du CNRD à Bokeh. Des causeries citoyennes sont organisées à l'Institut supérieur des mines et de la géologie. La thématique développée porte sur les multiples opportunités qu'offre le programme de développement socio-économique Simandou 2040. Marwan Kamara. Après la première édition des causeries éducatives à Conakry sous le thème « Quelle contribution du système éducatif pour le programme Simandou 2040 »,
Les membres de la génération patriote poursuivent leur engagement citoyen derrière les grandes actions de développement. À l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké, ce dialogue social pluriel est orienté vers le secteur minier, un levier stratégique pour l'émergence avec au premier plan le programme Simandou 2040. Notre mission est de renforcer la visibilité des initiatives nationales à travers diverses activités comme celle-ci, à informer, sensibiliser et mobiliser les citoyens et les citoyennes autour de ces idéaux pour bâtir ensemble un avenir sûr et meilleur. Cet espace de causerie citoyenne a suscité des débats enrichissants entre les panélistes et les étudiants. Il a permis d'approfondir les connaissances sur les ambitions du gouvernement axé sur le programme Simandou 2040. On entendait Simandou, mais on ne savait pas qu'est-ce que Simandou avait pour nous. Et là, aujourd'hui, après cela, on a compris que vraiment, le projet Simandou réserve assez de choses, assez d'opportunités pour nous. Quasiment toute la moitié du gouvernement qui était là pour parler des différents axes dont peut bénéficier la Guinée. Donc, à travers cet exercice, nous avons compris davantage ce à quoi nous pouvons nous entendre face à ce projet. Cette plateforme d'information est aussi couplée à la marche de reconnaissance des acquis des autorités. Là, les membres de la génération patriote sont fortement représentés dans les rues de Boké. Aujourd'hui, nous sommes fiers de lui, parce que qui parle de la Guinée aujourd'hui parle du développement de la Guinée. Et nous avons vu ce qu'il a fait en un laps de temps. Ce grand rendez-vous de Boké a mobilisé toutes les couches sociales et de nombreuses bonnes volontés venues de partout, déterminées à accompagner le président de la République dans son projet de développement. Après cette ferveur populaire à Boké, Raja Djaba Doumbouya et son équipe poursuivent l'installation des bureaux fédéraux à l'intérieur du pays, cap sur Sangaredi, où le bureau est déjà validé. Kerfa la presse Camara. À l'image de plusieurs localités de Boké, la sous-préfecture de Sangaredi adhère à l'esprit du Mosakot sous la conduite de la coordinatrice nationale Raja Djaba Doumbouya. Ici, le bureau fédéral de 30 membres est installé. Nous sommes derrière les idéaux du chef de l'État, nous sommes derrière les idéaux du CNRD, en sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya. Donc nous acceptons le développement local et nous l'accompagnons. Chez nous aujourd'hui, dans la sous-préfecture de Sangaredi, rien n'assiste pas pour le général. C'est un homme qui est venu pour le développement socio-économique dans notre cher pays en Guinée. Dans toute la République de Guinée aujourd'hui, il a posé des actes concrets. Pendant cette tournée, une série de rencontres est organisée par le Mosakot avec des structures de soutien pour définir ensemble les actions stratégiques à mener pour un soutien indéfectible au CNRD. On a compris, les jeunes de Sangaredi, les autorités, ils sont tous dans l'esprit du CNRD, de Mamadi Doumbouya. Ils nous ont montré tous les actes posés par le président. C'est salutaire et c'est appréciable. Avec l'installation de ce nouveau bureau fédéral, le Mosakot de Sangaredi assure désormais la coordination de toutes les initiatives locales visant à préserver les idéaux de paix et de développement prônés par le CNRD sous la conduite du général président Mamadi Doumbouya. Culture Grand Prix de la Poésie, c'est parti pour la 5e édition, une scène émulation instaurée par le lycée moderne Nelson Mandela. Ça se passe à Conakry, une manière d'inviter les élèves à la lecture et surtout de promouvoir la scolarisation des jeunes filles. Bakary Bambakonde. Pour la 5e année consécutive, le lycée moderne Nelson Mandela a organisé le concours de poésie réunissant des élèves de plusieurs écoles de la capitale. Cette année, le thème choisi est l'éducation de la jeune fille et progrès des sociétés africaines. Cette 5e édition, comme les éditions antérieures, sont des occasions spéciales qui nous permettent non seulement de célébrer notre père de son vivant, mais aussi de présenter des poètes connus et inconnus. Pour garantir la stabilité et le progrès social, toute société a besoin de l'ensemble de ses membres afin de donner l'opportunité à chacun de démontrer son potentiel. Les différents poèmes abordent divers aspects de l'éducation
l'éducation des filles, allant des difficultés rencontrées au succès obtenu, tout en mettant en exergue le rôle des élèves dans la société. Je me suis inspirée de ma mère qui n'a jamais été à l'école. Maintenant, je me suis dit de transmettre ce message à mon grand-père qui ne lui a jamais instruit. J'ai dit à mes amis de venir s'inscrire pour acquérir de la connaissance. Le prix est dénommé Elhaj Bala Douno, fondateur du complexe scolaire Nelson Mandela. Je suis plein d'émotions parce que j'imagine comment une de mes filles a pu percer ainsi pour réaliser de mon vivant cette œuvre. L'œuvre qu'elle est en train d'accomplir est la continuation de ce que j'ai commencé à faire. Après délibération du jury, le premier prix Elhaj Bala Douno de cette 5e édition est revenu à l'établissement Simlapi à travers Memouna Traoré, élève en terminale sciences sociales. À présent, dans cette édition, cette lecture du Saint-Coran pour la promotion de la paix et du vivre ensemble. Elle est organisée par les anciens cadres de la radiodiffusion télévision guinéenne. On suit Nabila Kamara. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée par d'anciens travailleurs de la RTG et les habitants de la cité des journalistes, située dans la commune de Matoto. Cet événement s'est déroulé dans une mosquée où des prières ont été élevées pour la paix, la quiétude sociale ainsi que des bénédictions en faveur du général Mamadi Doumbouya. Ce que nous avons fait s'inscrit dans le cadre du soutien du président Mamadi Doumbouya qui a fait preuve de patriotisme, de dynamisme, qui a été proactif pour le développement national de la Guinée. Nous pensons que le général Doumbouya est en train de poser des actes salutaires, des actes patriotiques en faveur de l'épanouissement du pays. Des autorités de la haute autorité de la communication, des chefs religieux, des responsables du conseil de quartier, ainsi que de nombreuses femmes ont répondu présents pour rendre hommage au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Nous aussi, on s'est réunis aujourd'hui organisés pour faire des bénédictions et des doigts pour lui. Pour ce qu'il est en train de faire, que Dieu l'aide, qu'il le protège, qui les épargne des problèmes. Toute la région guinéenne est représentée ici et nous voyons leur union, leur entente dans toutes les activités dans la cité. L'objectif de cette journée de lecture du Saint-Coran était de promouvoir la paix et l'entente. Déterminés à soutenir la vision de gouvernance du chef de l'État, les anciens travailleurs de la RTG et les habitants de la cité des journalistes restent mobilisés pour accompagner le général Mamadi Doumbouya dans l'accélération du processus de développement en cours. Au chapitre culture, toujours cette fois-ci dans le pays voisin, la Côte d'Ivoire, c'est le début de FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo Abidjan. La Guinée y est présente en qualité de pays invité d'honneur. Près de 300 festivaliers sont mobilisés. Une forte délégation est sur place, dans laquelle on retrouve Mamadou Djoumaba, Ousmane Ba, envoyés spéciaux. La Guinée était attendue de pied ferme et elle a répondu de plein pied à cette 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Une délégation qui compte près de 300 personnes, artistes, artisans, hommes de culture, sous la houlette de Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le coup d'envoi est donné par le commissaire général du FEMUA devant les autorités ivoiriennes et guinéennes. Dans sa dynamique d'ouverture, le FEMUA, à travers chaque édition, met à l'honneur un pays. Cette année, c'est le pays frère de la Guinée qui nous honore de sa présence distinguée. Monsieur le ministre de la Culture, cher frère Moussa Moïse, je vous prie de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir lors de notre passage en Guinée, ma profonde gratitude pour avoir accepté l'invitation du commissariat général du FEMUA. Chers frères et sœurs ivoiriennes, chers artistes, en tant que ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, je me fais aujourd'hui le porte-voix de toute la Guinée. Dans chaque pulsation de nos tambours, chaque mélodie de nos chants, chaque trait de pinceau sur une toile ou chaque mouvement gracieux de nos danseurs résonne l'âme de notre pays. Une Guinée vibrante, fière, diverse et résiliente. Nous sommes venus partager
mais aussi écouter, apprendre et tisser de nouveaux liens. Le FEMUA, par sa capacité à fédérer les énergies et à transcender les barrières, est un carrefour d'inspiration, un laboratoire de l'Afrique culturelle. La présence de la forte délégation guinéenne est marquée par une solidarité gouvernementale. Ministre en fonction, ancien ministre et le conseiller chargé de mission du président de la République. Cet espace d'échange culturel est célébré sous le thème civisme et sécurité routière. Nous mettons beaucoup d'efforts à créer des infrastructures dignes de ce nom, mais le revers de la médaille, c'est que nous constatons aussi que beaucoup d'accidents surviennent sur ces infrastructures routières-là. Partant du constat que la plupart des accidents concernent une frange de la population qui est assez jeune, qui dans le futur peut constituer un handicap pour le développement du pays. Il est normal de prendre les devants des choses, de prendre des initiatives qui puissent sécuriser cette jeunesse qui est l'avenir de nos pays, nos différents pays. Pour détendre l'atmosphère, le Ballet national de Guinée annonce les couleurs. Un avant-goût des rythmes et sonorités que les artistes vont démontrer au cours de ce FEMUA 17. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.